Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbeil et vous êtes dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Tech Show. Vous le savez, le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech et du digital. Chaque mois, nous recevons une personnalité inspirante du monde du digital. Mais avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Laurent Caillat de Métis nous a préparé une toute nouvelle chronique sur l'intelligence artificielle. Edwina recevra en plateau Benjamin Garçon. Maud d'Heads Up Consulting nous parlera chiffres avec les résultats IFOP sur l'impact de la publicité digitale. Hervé Bloch nous rejoindra pour nous faire part des transferts du digital, alors que Solal de Blue Lemon a préparé un micro-trottoir délirant pour notre invité. Mais aussi Olivier Bétache et David Klingbeil, c'est tout de suite dans le Tech Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel. Un homme de tous les records. Triple champion du monde de roller sur rampe et vainqueur des X Games, il est l'homme le plus titré des sports extrêmes. En 2010, il a fait rêver le monde entier en s'élançant en roller du premier étage de la Tour Eiffel. Mais depuis une dizaine d'années, il est aussi devenu un entrepreneur à succès dans le digital. Fondateur de On-Off, il vient aujourd'hui nous parler d'Album, sa nouvelle application mobile. Après Koh-Lanta, Pékin Express, Danse avec les stars, il rêvait de faire le Tech Show. Tai Chris est notre invité. Salut Tai, bienvenue dans le Tech Show. Écoute, merci. C'est vraiment un immense plaisir de te recevoir dans le Tech Show. Au Tech Show, on aime bien recevoir des invités avec un parcours atypique, puisque tu es passé d'une carrière de sportif de haut niveau à l'entrepreneuriat dans le digital. Donc d'ailleurs, comment est-ce qu'on passe de sportif de haut niveau à entrepreneur comme tu l'as été? En fait, je crois que simplement, à la base, j'étais pas spécialement sportif, j'étais surtout un challenger. C'était plus une mentalité de challenger. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai essayé de le faire à fond, avec passion, et je le dois vraiment à mes parents parce qu'ils m'ont donné la chance de voir la vie sans aucune barrière et voir justement toujours la vie positive, même si c'est dur, il faut se battre. Et j'ai pas que des victoires, hein. J'ai raté des projets, même dans des entreprises que j'ai ratées, etc. Mais c'est pas grave. J'ai toujours une énergie dingue à aller de l'avant, à être extrêmement inventif et à me challenger. Et j'adore rencontrer des gens de tout milieu et sortir de ma zone de confort. Donc oui, j'ai été rider, mais avant ça, j'avais été magicien professionnel. J'ai fait tous les métiers inimaginables. Et donc maintenant, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle aventure. Alors Tai, on a envie d'en savoir beaucoup plus sur toi. Donc on sait déjà pas mal de choses dans les médias. Et donc on va parler de ta carrière. On va parler un peu roller, bien sûr, mais surtout entrepreneuriat. Et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Tai, je ne sais pas si tu connais le but de cette interview. On a au Tech Show un stagiaire de 3e qui est très connu. C'est vraiment devenu une star des réseaux sociaux. Donc il écrit la bio des invités, mais c'est encore un peu bancal. Donc on va te poser des questions. Tu nous dis si c'est vrai, si c'est faux. Et si c'est faux, on corrigera. Mais prépare-toi. Il n'y a pas de problème. Alors Tai, tu es né en Algérie en 1975 d'un père acteur et d'une mère sculptrice. Est-ce que c'est vrai ça? Exactement, c'est vrai. Parfait. Père algérien, mère grecque. D'accord, donc gréco-algérien. Exactement. Quand tu étais enfant, on est entre 1980 et 1985, et donc à peu près tous les hivers, tes parents te montrent une carte du monde et ils te demandent à ton frère et à toi où voulez-vous aller. Donc vous prenez au hasard comme ça un globe et on choisit où on veut aller et là vous y alliez. C'était vrai et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, complètement. Il est bon ce stagiaire quand même. Il est bon, il est bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas d'argent particulièrement pour le faire, mais on faisait du camping, on faisait de la chasse sous-marine, mon frère et moi, pour avoir des poissons et pouvoir manger. Mais on a fait comme ça la traversée de l'Atlantique, l'Amazonie en pirogue, tous les hivers, on dit allez hop, on va aller là-bas et sac à dos, on partait à l'aventure. Alors Tai, avant tout petit, ta passion c'était d'aller faire du roller donc au Trocadéro, justement avec ton frère. Ouais. C'est une passion que tu partageais avec ton frère? Ouais, complètement. Et il paraît, j'ai entendu dire, que tu dormais avec tes rollers au pied à un moment donné. Ah oui, non, c'est clair, c'était très marrant parce qu'il y a eu même une période où je n'ai pas marché pendant 6 mois. Même pas une seule fois. Tu as été roller jour et nuit pendant 6 mois. Et dans la douche. Bah voilà, je me douchais, mais je me remettais les patins après la douche. Et je me rappelle de cette image encore. J'ai recommencé à marcher après 6 mois. Et je trouvais très bizarre de marcher. Je n'arrivais pas à marcher. C'était très étrange. Ah, c'est fou. Donc tu te familiarises avec le roller en ligne. C'est comme ça qu'on dit, hein, le roller blade. Et quand je dis roller en ligne, on peut penser que tu étais déjà dans le digital en fait.
avec le roller en ligne. Tu étais déjà dans c'est peut-être un petit signe du digital. Donc, et donc, c'est pas le roller à 4 roues comme on a pu connaître, c'est vraiment le rollerblade. La rampe, c'est bien gentil, mais ça te fait pas vivre. Et donc, de 18 à 20 ans, tu aides tes parents qui ont ouvert un restaurant qui s'appelle l'Aleka. Et là, tu le fais le serveur dans le resto, mais tu es en roller. En roller. C'est un peu comme dans le film Ratatouille. Exactement. En fait, voilà, mes parents, il fallait bien vivre, et mes parents avaient ouvert ce petit restaurant qui avait le prénom de ma mère, qui est Aleka. Et du coup, moi, je vivais en roller, donc j'étais au restaurant en roller, je faisais le service en roller. On avait une petite partie crépier à l'extérieur. C'était moi également le crépier, donc j'étais le crépier en roller. Et j'avais commencé à me mettre à la magie. Et donc, à la fin des déjeuners ou des dîners des clients, je leur faisais des tours de magie. Et comme ça, j'ai progressé. J'ai pu devenir professionnel de magie après. D'accord. Et donc, c'est ça. Donc après, tu faisais de la magie au dessert pour les clients, pour les amuser. Exactement. Alors l'impression qu'on a quand on échange avec toi, c'est que quand tu as une passion, tu t'y mets vraiment à fond. Tu penses qu'à ça devient un peu obsessionnel. C'est obsessionnel. Et donc c'est quoi? C'est jour et nuit? C'est vraiment obsessionnel. Hein. J'en arrive à en rêver la nuit, mais c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire que je n'ai jamais l'impression de travailler. Et vu que de par ma mentalité, je vois toujours les côtés positifs, je sais que ça va être dur, je sais que je peux me planter et je peux rater, mais je ne me casse pas la tête avec les échecs, c'est-à-dire que j'ai pas le doute, je sais que ça peut arriver, mais j'ai pas le doute, j'ai pas cette petite voix dans la tête qui me dit si ça marche pas, si tu lèves pas des fonds, si ta boîte se plante, si tu te casses une jambe, j'avance, juste avec l'étoile au loin de la passion que je suis, et j'essaye d'abattre le maximum de montagnes au jour le jour, c'est tout. Donc en avril 96, la folie du roller s'est emparée du monde. Il y a cette première compétition qui est organisée par Rollerblade à Bercy. Et donc à partir de là, tu deviens l'athlète le plus titré de l'histoire des sports extrêmes. Tu n'as quasiment jamais loupé un podium sur 120 compétitions. Je l'ai loupé à 6 fois. 6 fois sur 120. Ouais. Donc c'est exceptionnel. Et alors là, c'est la folie Ty Chris. Tu deviens une idole du roller. Tu fais la une de tous les magazines. Et en 2001, tu montes ta première vraie boîte, donc Ty Chris Event. C'est une boîte d'événementiel. Ouais. Alors en fait, ça s'est fait au fur et à mesure parce que d'abord, j'ai ouvert un magasin de roller. D'accord. Et parce que je me suis dit, voilà, j'ai une image avec mon sport, donc je vais ouvrir un magasin de roller. C'est mon père qui y travaillait à Lévis-Valdy, dans le 12e. Après, il y a les mairies qui ont commencé à me demander du conseil pour fabriquer des skateparks. Donc j'ai commencé à apprendre AutoCAD et à les conseiller pour fabriquer des skateparks. Après, carrément, je vendais les skateparks. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, maintenant que je fabrique les skateparks, que je vends les skateparks directement, autant acheter des rampes à moi et faire une boîte d'événementiel comme celle que tu viens de dire, et organiser des shows partout en Europe avec tous mes potes riders qui sont en même temps mes potes, et je fais donc comme ça des shows, et donc j'ai fait des démonstrations de sport extrême partout avec mes rampes. Première société. Ouais. Et en 2006, rebelote, tu lances une entreprise de papeterie. Tu faisais quoi? Des trousses, des cahiers, des stylos, c'est ça? Je faisais tout. D'accord. Donc ce qui était marrant, c'est que j'ai appris à utiliser Photoshop, et je faisais le design la nuit sur Photoshop. J'étais devenu un commercial hors pair parce que j'allais moi-même à Carrefour, à la centrale Carrefour, Leclerc, Auchan. Et là, tout le monde te reconnaissait en plus. Alors, parce que j'étais déjà assez connu. Ouais. Pas tant que ça, parce que j'avais pas fait les émissions grand public à la Koh-Lanta, etc. D'accord. Mais donc, du coup, je vendais les licences. Et la première année, j'ai vendu ma licence. Et dès la deuxième année, j'ai réussi à acheter l'image de Tony Parker. Après, Christophe Maé, Nintendo, MTV, Matt Pokora. Et je vendais l'agenda Matt Pokora, par exemple, ou Tony Parker à Carrefour. Et en 2013, c'est le drame. Sur le tournage d'un film hollywoodien, tu te casses encore une fois, une énième fois, la jambe. Et là, c'est la fin de ta carrière sportive, mais aussi d'acteur. Tu étais sur... Alors en fait, il y a eu plein de hauts et de bas. Alors déjà, il y a eu évidemment l'événement de la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur que j'ai réussi à monter, mais derrière ça, j'ai essayé d'en faire d'autres. J'ai essayé de faire d'autres records. Aux États-Unis, je voulais sauter de la Statue de la Liberté ou du pain de sucre au Brésil, etc. Ça, on va en parler tout de suite, parce que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel aussi. C'est la définition du mot buzz que tu as fait, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'était incroyable d'arriver à convaincre le gouvernement finalement de me prêter la Tour Eiffel et faire un événement aussi qui a marqué les esprits. Tu as sauté de la Tour Eiffel. Voilà, à 40 mètres de haut sur cette rampe. Alors il y a eu plein de problèmes techniques et de difficultés qu'on a découvert le jour J. J'ai fini à l'hôpital la veille. C'était très très compliqué, dangereux, émotionnel, parce qu'il y avait mes parents en bas. C'était symbolique. Moi, gréco-algérien, je me retrouve avec le symbole de la France, 100 000 personnes, etc.
mais c'était vraiment magique. Et j'ai essayé de monter d'autres événements comme ça. Et finalement, la Tour Eiffel, c'était déjà ma première start-up. Parce qu'il fallait trouver 1 million d'euros, m'entourer d'une équipe de 100 personnes, convaincre toutes les institutions, etc., faire le buzz et tout. Mais vu que j'arrivais plus à monter ces événements, j'avais une deuxième passion, comme tu le disais, c'était je voulais devenir comédien. Et donc j'ai commencé, un peu en bas de l'échelle, à faire des cours de comédie pendant des années. Et là, j'ai eu la chance de signer un gros long métrage où j'avais le premier rôle, un film à 7 millions d'euros, etc. Et à la dernière minute, un des distributeurs qui était SND à l'époque se retire du film. Et le film, malheureusement, comme un château de cartes, s'effondre. Donc j'ai ce rêve un peu qui s'échappe. Bah, t'es encore jeune, hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, je l'abordais jamais. Hein, bah oui. S'il y a une chose dont on est certain, c'est bien ça. Voilà. Et donc, j'ai été cascadeur, comme tu l'as dit, sur un autre film. Et là, je me suis cassé la jambe. Et là, ça a été un moment dans ma vie où j'ai eu une grosse remise en question. Et c'est là que tu décides de monter On-Off, donc une boîte dans les télécoms. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est On-Off? Et puis ensuite, on parlera après d'album. En fait, la vision que j'ai eue sur ce lit d'hôpital il y a 6 ans, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, alors que notre 06, notre numéro de mobile, lui, il est coincé dans notre carte SIM en plastique. Et je trouvais tellement ridicule que le numéro de mobile soit pas dans le cloud. Donc je me suis dit, je vais essayer d'inventer un système où le numéro de mobile sera dématérialisé comme une adresse mail. Tu vois, quand tu n'as plus de batterie, tu peux quand même regarder tes mails sur le téléphone d'une autre personne. Et donc, c'est ce que finalement on a réussi à fabriquer. Et le produit, il est tout bête. C'est une application mobile pour les particuliers et maintenant pour les entreprises qui génère un deuxième numéro de mobile en un clic sur son portable. Donc une entreprise qui veut un numéro professionnel pour ses salariés, elle n'a pas besoin de leur acheter un deuxième téléphone, une deuxième carte SIM, payer un abonnement compliqué. Elle télécharge l'application On-Off. Elle leur donne un deuxième numéro. Et en un clic, elle a un 06. Ah, c'est dingue. Et donc aujourd'hui, On-Off, c'est un véritable succès. Ouais. Vous êtes plus de 60 personnes. Ouais. Donc ça, c'est agréable. Pour tous ceux qui ne croyaient pas en toi, quand même, c'est agréable. C'est-à-dire que vous êtes plus de 60. Vous avez fait 10 millions et vous projetez de faire 20 millions cette année, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et tu dis, et on pense aussi qu'il y a une chance que ça devienne maintenant un géant des télécoms. Vous avez maintenant encore un énorme potentiel. Un énorme potentiel, surtout sur l'aspect B2B, parce qu'on vient de lancer l'offre B2B depuis le début de l'année. On a une croissance de dingue là-dessus. Je veux dire, toutes les entreprises, justement, ils ont envie, en gros, ils disent à leurs salariés, bring your own device. Ils n'ont pas envie de payer la deuxième carte SIM. Le salarié a envie d'avoir un bel iPhone, par exemple. L'entreprise a envie d'être propriétaire du numéro et pouvoir le réattribuer à un autre salarié en un clic et en gardant le carnet d'adresse, etc. Et donc, on a une plateforme de gestion sur On-Off Business qui permet comme ça d'attribuer des flottes de numéros aux salariés et les manager à distance. Et donc, au début de la pandémie Covid, tu as une nouvelle idée d'application mobile et tu te dis, bah, j'y vais, on se lance. Et c'est l'application Album. Donc, on aimerait bien que tu nous parles de l'application Album et puis aussi que tu nous expliques comment se situe Album dans l'univers avec On-Off, etc. Évidemment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais déjà les dernières années comment les réseaux sociaux étaient en train de changer le monde avec Instagram qui rend un peu tous les gens fous, etc. Et donc, je me suis dit, rêvons, moi je suis un rêveur, je vais essayer de faire partie de cette aventure des réseaux sociaux et pourquoi pas en créer un moi aussi. Ça, c'était un des points. Le deuxième point, pourquoi j'ai lancé Album, c'est parce que j'avais une frustration de voir qu'en France et en Europe, on a perdu la bataille et que finalement, tous nos datas perso, tous nos photos, nos vidéos, nos textes sont gérés par des serveurs américains et que les entrepreneurs, que les investisseurs en Europe et en France... C'est vrai que la plupart des plateformes, soit les GAFAM ou même les BATX, sont soit aux États-Unis, soit en Chine. Bien sûr, tout ce qui est B2C, c'est là-bas. Et de voir que les entrepreneurs ou les investisseurs européens ou français n'ont pas vraiment compris l'enjeu. C'est-à-dire, tu vois, je ne suis pas du tout pro-Donald Trump, mais c'est quand même délirant que des boîtes privées peuvent désormais supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, peut-être les GAFA vont se dire on va faire disparaître un candidat parce qu'on l'aime pas, ou au contraire, un candidat, on va le pousser. Donc c'est un poids politique hallucinant. Et donc, quelle est la vraie différence d'Album? C'est que je me suis rendu compte, on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'outils pour les partager. Instagram est devenu la représentation publique de nos vies, c'est genre la vitrine. Mais les milliers de photos que toi tu as, que moi j'ai sur mon téléphone ou sur ton téléphone,
Aujourd'hui, quand on les envoie à notre femme, nos enfants, nos potes, etc., on les envoie dans des groupes WhatsApp. Ça baisse la qualité et c'est pas fait pour parce que ça se mélange dans la conversation. Donc album, c'est tout bête, c'est le WhatsApp de la photo. Au lieu de créer des groupes de conversation, c'est des albums collaboratifs entre potes. Alors on va parler plus en détail d'albums dans quelques instants. Mais avant ça, on avait envie de savoir si les gens dans la rue savent que tu es devenu entrepreneur. C'est pourquoi on a Solal de la société Blue Lemon qui allait dans un skatepark pour demander donc, aux skaters si ils savaient que Ty Chris était devenu un entrepreneur du digital. Alors c'est parti pour le micro-trottoir de Solal de Blue Lemon. Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon. Aujourd'hui on est parti dans le skatepark Place de la République à la rencontre du public de Ty Chris pour voir s'ils le connaissent vraiment. Est-ce que tu pourrais me dire qui est Ty Chris? Ty Chris? Wallah frérot, je sais pas. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est un mec qui fait du roller. Ah, Ty Chris, c'est le mec qui a sauté dans roller de la Tour Eiffel, on s'en rappelle. Hein. C'est les plus âgés. Du deuxième étage. Ouais, c'est lui là. Ah, voilà, j'ai vu sur YouTube il y a 2 ans que il a fait As. Après, il a fait comme As, il était en roller. Tu connais pas Ty Chris? Non. Du tout. Si je te dis un mec qui a sauté du haut de la Tour Eiffel en roller? Il y a une vidéo d'un mec qui a fait ça. Il y avait une rampe même. Ouais, voilà. Il a droppé la Tour Eiffel. Mais c'est aussi un entrepreneur, tu sais qu'est-ce qu'il a pu faire comme entreprise, qu'est-ce qu'il a pu créer comme boîte? Ah ouais, il est entrepreneur? Ah, oh les bâtards. Il a fait quoi? Pas du tout, c'est autour du roller, tout ça ou pas? Est-ce qu'il a créé une application? Ouais, autour de quoi? Comment il est vif? Alors, Boîte de nuit, hein. Une boîte de nuit. autour du vivre ensemble. De l'amour, du partage. Des spots? Et des potes. Bon Vincent, Ty, c'est presque ça, mais une chose est sûre Ty, c'est qu'on te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tes nouveaux projets. Alors, tes réactions face à ce micro-trottoir? Bon, déjà, les gens se rappellent de. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et les gens, t'as fait quelque chose, les gens, 10 ans après, s'en rappellent encore. On voit que c'est les mecs qui sont un peu plus âgés qui se rappellent, les jeunes qui se rappellent de ça. Donc, alors, on va parler, Taïk, de l'app Album que tu viens de sortir. Alors, je l'ai testé, je l'ai trouvé formidable, vraiment. Génial, bravo, et je te souhaite le meilleur. C'est parti pour l'interview app d'Album. Alors Taïg, est-ce que tu peux nous expliquer, un entrepreneur doit faire ce genre de pitch en une phrase, ce qu'est l'app Album? L'app Album est simplement le WhatsApp de la photo. C'est le WhatsApp de la photo. Alors quelle est la différence avec Instagram? Instagram, c'est la représentation publique de la vie des gens. Tu découvres des gens que tu ne connais pas, tu follow des gens. Et c'est une vie vitrine que tu te mets sur Instagram. Finalement, Album, c'est plus l'Instagram de la vie réelle. Tu vas pas poster 10 belles photos sur Album. Tu vas au contraire faire des albums où tu vas mettre des milliers de photos et vidéos et les partager uniquement à tes proches, à ta famille, ce genre de choses. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais comment t'es venue cette idée? Elle m'est venue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs sujets. J'avais envie de faire un réseau social. Je me disais que c'était vraiment important dans la situation dans laquelle on est en France et en Europe, parce qu'on a perdu la bataille. Tous les réseaux sociaux sont aux États-Unis. Et également la bataille de l'intelligence artificielle, parce qu'il doit y avoir un peu d'IA quand même dans ce projet. Ouais, alors il y a un peu, bien évidemment, mais je veux dire, un des trucs les plus privés au monde, c'est justement nos photos et nos vidéos. C'est quand même frustrant de se dire ils peuvent être lus sur des serveurs américains par n'importe qui. Et du coup, toi, tu héberges en France? Alors, non seulement j'héberge en France, mais on est en train de préparer un système de chiffrement de bout en bout, validé par l'ANSSI, qui est l'Institut national de la sécurité des systèmes informatiques, pour vraiment avoir l'app la plus sécurisée au monde autour de la photo et de la vidéo. Et on peut stocker en plus jusqu'à 30 Tera à l'intérieur. Donc c'est vraiment enfin un outil social qui permet de manager, sécuriser et partager nos photos et nos vidéos. Et quel est ton modèle économique? Alors il y en a plusieurs. Évidemment, on va vendre du stockage, on va pas pouvoir donner 30 Tera gratuit à tout le monde. On va également pouvoir imprimer ces albums et les recevoir en version papier à la maison. D'accord, c'est un très gros business ça, je crois. Ça c'est un gros business, oui c'est clair, les Google Photos, je crois qu'ils impriment des sommes, des quantités dingues d'albums. Et après, on va tourner à un moment un peu sur un business à la Spotify, c'est-à-dire si on commence à avoir des millions d'users, on va dire ceux qui l'utilisent gratuitement, de temps en temps, entre leurs photos et leurs vidéos, il y aura une pub qui apparaîtra.
Par contre, les pubs, quand elles vont apparaître, ça va être des pubs extrêmement qualitatifs, artistiques et belles, pas à la Facebook. Et sinon, les gens peuvent payer un petit abonnement par mois et là, il n'y a aucune pub. Donc Taïg, tu as levé plus de 20 millions d'euros avec On-Off, donc félicitations. Merci. Est-ce que tu comptes lever également des fonds pour Album? Obligatoirement. Alors au début, la création d'Album s'est fait un petit peu grâce à On-Off. C'est pour ça que j'ai donné des parts aux mêmes actionnaires de On-Off dans Album. D'accord, donc c'est un projet qui est né dans On-Off. Au début, mais maintenant c'est vraiment deux sociétés totalement séparées. Et là, on fait la première levée de fonds qu'on va clôturer, j'espère, dans quelques semaines, où on lève quelques millions. Et à terme, donc, quelles sont tes ambitions pour Album dans les prochains mois, les prochaines années? Je veux dire, si tu veux, vraiment mon ambition est toujours le plus haut possible. Moi, j'ai vraiment envie d'arriver à créer, que Album devienne l'application de référence pour sauvegarder, manager et sécuriser tous nos photos et vidéos. Et je vais me battre pour ça. Et j'essaye justement d'avoir le maximum de feedback des utilisateurs pour avoir le meilleur produit du monde là-dessus. Ce qui est quand même dingue, c'est que la photo et la vidéo, c'est quelque chose qui est le plus important dans nos téléphones. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'application de référence là-dessus. On ne peut pas dire qu'Instagram l'est parce qu'Instagram, c'est uniquement la vitrine publique et les photos sont en basse def. Aujourd'hui, quelle est l'application pour vraiment sécuriser les milliers ou dizaines de milliers de photos et vidéos? Il n'y en a pas en réalité. Alors Taïg, même si pour toi le digital c'est un jeu d'enfant, pour de nombreuses personnes, le digital c'est pas très accessible, c'est quelque chose de compliqué. Et donc chaque mois, on a Maud qui tente d'expliquer le digital à sa grand-mère. Donc c'est la chronique J'explique à ma grand-mère de Maud d'Heads Up Consulting. Merci Vincent. Alors, ma rubrique d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Je ne sais pas si elle va plaire à ma mamie qui, comme vous le savez, regarde toutes mes vidéos. Mais en revanche, elle va plaire à tous les annonceurs qui regardent le Tech Show aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous faire croquer de la data sur le digital et sur les habitudes de consommation des Français. Si, on est comme ça. Et qu'en plus, c'est 100% exclu parce que ça provient de notre étude menée avec IFOP en mars 2021. Pas mal, hein? C'est parti, allez, je me lance. Alors déjà, tout d'abord, salut à tous. Moi, c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée chez Heads Up Consulting, cabinet de conseil en performance digitale. Et aujourd'hui, on parle chiffres avec les résultats de notre enquête IFOP sur l'impact de la publicité digitale sur les Français en 2021. Alors Vincent, deux statistiques intéressantes avant de rentrer dans le vif du sujet. En 2021, c'était la première fois que le digital a constitué plus de 50% des dépenses publicitaires. Alors je ne sais pas si tu imagines, mais c'est assez énorme. Une première, voilà, il était temps. Une petite pensée quand même, ils se reconnaîtront à tous ceux qui préfèrent encore mettre l'ensemble de leur budget sur de la TV plutôt que sur le digital. Si, on vous voit. Mais bon, tant mieux pour les autres. 85% des PDG ont d'ailleurs reconnu que la pandémie a considérablement accéléré la transformation numérique. Apparemment, ce serait un ressenti de 10 ans en seulement 6 mois. Un peu comme nous à la réouverture des bars en fait. Allez, j'attaque le concret. Trend numéro 1, sans surprise, le grand gagnant du cœur des Français, de ma mamie, de tout le monde, c'est le web pour réaliser nos achats avec plus de 9 Français sur 10 convaincus. C'est 94% qui ont indiqué acheter en ligne en 2021. Logique, on en fait tous partie. Dans ces 94%, on compte 53% d'acheteurs occasionnels et 41% d'acheteurs réguliers avec jusqu'à plusieurs achats par mois. Maintenant, si je vous parle sécurité de vos achats en ligne en 2021, vous me dites quoi? Non, parce que moi, personnellement, mon armoire en témoignera, je me sens totalement en sécurité quand j'achète sur Internet, comme 72% des acheteurs d'ailleurs. Mais on a quand même, c'est intéressant de le dire, 28% d'irréductibles gaulois qui pensent que l'Internet, c'est toujours pas sûr pour acheter. En bref, vous savez sur quoi bosser à l'avenir, je paye mes axes de com gratuits, you are welcome. Trend numéro 2. Alors chez Heads Up, on avait mené des études IFOP en 2013, 2017 et 93%, c'était assez stable, des personnes avaient indiqué que Google était à chaque fois utilisé pour effectuer leurs achats sur Internet. En 2021, eh bien Vincent, leur monopole dans le game du search en France, il est sérieusement challengé. Et devine qui est premier? Tu réponds rien. Qu'est-ce qui est orange et qui attend pas? Ouais, c'est Amazon. Ouais, c'est ça. Amazon devient le moteur de recherche le plus utilisé pour 50% des acheteurs, contre 49% pour Google. Globalement, c'est d'ailleurs intéressant de constater que ces personnes qui privilégient Google et Amazon pour leurs achats en ligne, ils sont 52% à avoir plus de 35 ans. Intéressant? Oui. Mais du coup, nos jeunes, où qu'ils sont? Eh bien, petite transition aux oignons. Pour ma trend numéro 3, ils sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Les social media s'affirment comme jamais, comme jaja, comme ils disent,
comme des acteurs de l'e-commerce, avec une expérience shopping aussi fluide qu'un site traditionnel quasiment. Ils sont cités aux côtés d'Amazon et de Google parmi les moteurs de recherche les plus utilisés pour les achats en ligne. On va retrouver Facebook 18%, Instagram 19%, YouTube 14% ou encore Pinterest 11%. Le chiffre à retenir, 54% des personnes interrogées déclarent être influencées par les réseaux sociaux pour leurs achats en ligne. J'ai envie de dire après ça, je peux drop de mic. Voilà, ça pèse un petit peu, non? Pour finir, veillez à ce que votre stratégie social ads et aussi en fait votre stratégie digital marketing au global, elle soit assez musclée pour aborder cette deuxième mi-temps 2021 solide sur les appuis. Ouais, parce qu'on approche de l'euro et du coup je me sens de faire des parallèles sportifs un peu douteux comme ça, mais le cœur y était. En tout cas, pour consulter l'étude complète, c'est sur le site d'AdsUp que ça se passe. C'est tout pour moi, je vous remercie, je vous souhaite un bon tech show et je vous dis à très vite. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup Maud, t'es brillant comme d'habitude. Donc tout à l'heure, Taïg, on a évoqué le fait que tu as fait plein de boulot. Tu as été surfeur, crépier, magicien et en parallèle, tu as été cascadeur, acteur. Mais je vais t'assurer d'une chose, c'est qu'il y a plein de métiers que tu n'as pas encore fait. Ouais, tu vas nous dire tout de suite, parce que c'est l'interview « J'aurais voulu être ». C'est parti pour l'interview « J'aurais voulu être ». Alors Taïg, il y a des métiers que tu n'as pas fait et tu vas nous dire si tu aurais pu, tu aurais voulu ou non faire ce métier. Donc est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc l'idée c'est de répondre assez vite au tac au tac. Est-ce que tu aurais voulu ou pas être philosophe? Oui, vraiment. Écrivain? Également. Chanteur? J'aurais aimé, mais après j'ai pas une voix, mais j'aurais aimé. Codeur informatique, parce que tu travailles avec beaucoup de développeurs. Oui, j'adore. Ouais. Alors tes parents l'ont été, restaurateur? Bah je l'ai été. Ouais, et tu pourrais remonter un restaurant un jour? Pas tant que ça, parce que c'est assez chronophage. En fait, un restaurant, on passe des années dans un petit lieu et on répète les mêmes gestes toute la journée pendant des années. Après, il y a l'aspect humain qui est bien, mais c'est trop répétitif. Et sculpteur pour moi. Sculpteur, ouais, j'aurais bien aimé. Ouais. Et alors, il y a une consécration de consécration, donc un autre métier que tu as fait, dont on n'a pas parlé. Tu as été un personnage de jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Tu as été, et donc est-ce qu'on peut manga, toujours de jeux vidéo. De manga. Est-ce qu'on peut toujours jouer à ce jeu vidéo? Bah oui, mais bon, il faut avoir la vieille PlayStation, je crois que c'est la 2. Moi, il me reste le jeu à la maison, mais j'ai pas essayé. Je crois que dans la nouvelle PlayStation, ça marche pas. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, je jouais quand j'étais plus jeune en rider. Ouais, c'est clair que pour jouer, il faut avoir donc le jeu et la PS2. Et donc, il se trouve que voilà, Taïg, on a le jeu. Voilà, donc c'est le jeu de Taïg Chris. Vous l'avez trouvé où? On a trouvé le jeu de Taïg Chris. Montre-moi. Et voilà, et donc on peut toujours y jouer, je pense. Bah oui, mais il faut la PlayStation. Et voilà, et donc on a aussi la PlayStation 2. Donc voilà, là je sais qu'il y a la PlayStation 5 là, qui vient de sortir. Nous on a la PS2. Et ce qu'on te propose, c'est que ça fait, je sais pas, 15 ans ou 20 ans que j'ai pas joué à ce jeu, quoi. Et ben voilà, et bien on te propose de faire une nouvelle séquence, c'est la séquence Pause Gaming. C'est quand même dingue quand même d'avoir le jeu vidéo à ton effigie, c'est un rêve quand même, ça, non? C'est fou. C'est incroyable. Plus tard, tes enfants, tu pourras jouer avec eux à ton jeu vidéo. On joue tous les deux avec moi. Tous les jours avec toi, donc c'est trop sympa. Merde. Alors attends. Donc ça y est, moi je pense que je suis à droite. Ouais, toi t'es à droite, moi c'est parti. Et donc là, tout ce que je fais là, toi tu sais le faire en vrai? Plus maintenant. Tu savais faire en tout cas tout ça. Ah, il y a du sang par contre quand tu tombes, ouais, ça c'est chaud. Attends, je vais essayer de faire des rotations. Le vrai Taïg est à gauche, pour ceux qui... voilà, le vrai Taïg est à gauche. Tu sais, quand je jouais tous les jours, je savais faire vraiment des grosses rotations avec des figures, etc. Mais bon là, c'est un délire ce que tu me fais faire, là, de rejouer à mon jeu 20 ans après, 15 ans après, c'est... Ah bah c'est génial, c'est ça aussi le Tech Show. Bah bravo. Écoute, en tout cas, c'est fou. Merci. C'était un super souvenir et tout. Alors Taïg, je vois que tu n'as pas trop perdu la main donc, à ce jeu vidéo, c'est quand même dingue. Et surtout, moi, ce qui me rend fou, c'est que tout ce qu'on se voit dans ce jeu vidéo, je me dis que tu sais le faire en vrai. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Pas toutes ces figures, mais... c'est quand même impressionnant. Taïg, on a parlé tout à l'heure sur l'app Album. Donc il y a beaucoup d'applications qui se basent sur l'intelligence artificielle et forcément il y en aura et il y en a déjà sur Album. Et donc on a Laurent Kayat de la société Metis, spécialisée dans l'IA et la cybersécurité, qui va nous parler aujourd'hui de l'histoire de cette technologie et de ce qu'elle apporte à un secteur comme l'agriculture. C'est parti pour la chronique de l'IA par Laurent de Metis. Salut Vincent, un grand merci pour ton invitation au Tech Show, c'est un vrai honneur d'être présent à tes côtés. Comme tu le sais, Metis, c'est 10 ans d'intégration de solutions Microsoft, une expertise reconnue sur le cloud, la transformation digitale, la cybersécurité, la data.
Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 collaborateurs qui travaillent au quotidien sur ces sujets, mais il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement chez Med6, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est un ensemble de règles, de techniques, d'algorithmes qui visent à permettre à une machine d'imiter une forme d'intelligence humaine. Alors c'est pas nouveau, en 1950, le mathématicien Alan Turing se demandait déjà comment faire réfléchir sa propre machine. Alors on parlait pas d'ordinateur à l'époque, c'était une simple calculatrice. Mais il a réussi à développer un test. Et grâce à ce test, il a prouvé qu'il était possible de communiquer avec une machine. Depuis quasiment 70 ans, tu te doutes bien que l'intelligence artificielle a sacrément évolué. Il y a 5 ans, c'était un marché d'à peu près 100 millions d'euros. Et pour 2025, on parle d'un marché à 100 milliards d'euros. Alors quand on dit IA, on pense directement aux robots humanoïdes, intelligents, qui vont faire les courses pour nous, qui vont ranger notre maison, qui vont conduire nos voitures. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et ces espèces de robots de métal ne sont pas encore prêts à rentrer dans notre vie. Pourtant, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout autour de nous. Alors dans notre poche, avec notre smartphone, dans les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les villes connectées, les voitures connectées, les meubles intelligents, les objets connectés également. En fait, l'IA est absolument partout, mais dans certains domaines comme la santé, la défense, l'industrie ou l'environnement, on retrouve réellement l'intérêt d'avoir ces intelligences artificielles. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit sujet. Il y a à peu près 1 an et demi, on a un de nos clients qui nous a contactés et qui nous a demandé de l'aider pour optimiser le rendement de la production de ses champs. Alors, optimiser la production agricole, c'est pas du tout un sujet tech, c'est pas du tout un sujet pour Med6. Néanmoins, on a réfléchi avec lui et on s'est rendu compte qu'en ajoutant quelques capteurs, des capteurs thermiques, des capteurs de lumière, des capteurs de pression, d'humidité, et en faisant voler des drones, beaucoup de drones, énormément de drones, on était capable de collecter de la donnée, de prendre cette donnée, de la mettre dans un lac, un data lake, et de l'étudier. Et après quelques semaines d'études, on s'est rendu compte qu'on pouvait lui fournir quelques indicateurs, quelques clés permettant d'optimiser le rendement. Comment? En arrosant à certains endroits et pas à d'autres, en ajoutant peut-être des engrais sur des zones un peu moins fertiles. Et petit à petit, on a ajouté du savoir-faire dans nos process et on a rendu intelligent le champ. 1 an et demi après, nos clients nous annoncent faire 35% de rendement en plus et d'avoir optimisé ses coûts de presque 15%. C'est énorme, vraiment énorme. Allez, il est temps de conclure. L'intelligence artificielle est vraiment partout autour de nous. Elle change nos vies et j'ai envie de dire qu'elle améliore nos vies. Alors quand on regarde des films comme iRobot ou Matrix, alors on se dit que c'est complètement fou, que c'est de la science-fiction, mais pourtant on voit une progression quotidienne à un tel point qu'aujourd'hui on est en train de remplacer les aides ménagères ou les aides à domicile par quoi? Par des robots aspirateurs, par des robots tondeuses qui nous facilitent la vie. Et il faut l'accepter, il faut l'adopter, il faut la partager. Merci à tous. Merci Laurent de la société Med6. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui te passionne. Je sais que tu es vraiment passionné par tout ce qui a trait, tout ce qui est autour du digital et que tu plonges vraiment à fond dans les projets. Non, l'intelligence artificielle, c'est clair que c'est hyper passionnant. On est encore au début. À l'âge préhistorique. Voilà, l'âge préhistorique. Mais c'est clair que pour rebondir un peu à quelque chose qu'avait dit Elon Musk, ça ne va pas arriver tout de suite, mais le moment où les ordinateurs arriveront à être réellement intelligent, là ça va commencer à faire peur parce qu'on va pouvoir, moi j'espère que dans ma vie je vivrai ça et que je pourrai avoir une conversation avec un ordinateur et où on pourra parler philosophie, on pourra parler psychologie, etc. Et cet ordinateur, plus on lui met de la puissance, plus il rassemble la connaissance du monde. Quand tu y penses, finalement, même un Google aujourd'hui est comme un supra-ordinateur qui détient la connaissance du monde. Alors, il n'a pas de philosophie, on ne peut pas parler avec lui aujourd'hui. Mais à un moment où ça va arriver... Il faut quand même être vigilant et faire en sorte que ça ne bafoue pas les libertés fondamentales. Parce que sûr, quand on voit que là, il y a 70% des métiers qui pourraient, à moyen ou long terme, être disruptés par l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose qui fait peur. Et donc, il faut rester vigilant et toujours utiliser la technologie pour nous aider dans notre quotidien, mais pas pour supprimer des emplois. C'est vrai, mais à la fois, tous les jours, il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés. Et la jeune génération, c'est des gens qui sont très, très connectés. Alors, on va dire, les anciens, malheureusement, se retrouvent un petit peu dépassés. Le mieux et le conseil, finalement, que je peux donner aux gens pour ne pas perdre leur métier, c'est d'arriver à rester dans le train de la technologie pour juste
eux aussi arriver à s'adapter et faire évoluer leur job. Parce que finalement, les jobs qu'on va avoir dans le futur vont être des jobs beaucoup plus psychologiques et moins manuels, et un peu, parce que les ordinateurs l'auront remplacé de plus en plus. Vont disrupter certains métiers. Alors, Taïg, chaque mois, je laisse les clés du studio à Edwina, qui reçoit chaque mois un spécialiste des fusions-acquisitions. Ce mois-ci, elle va recevoir maître Benjamin Garçon du cabinet d'avocats Goodwin, qui est associé chez Goodwin. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Nul ne peut ignorer l'importance d'être accompagné par un bon avocat d'affaires lorsqu'il est question de négociation. C'est pour cela que je reçois aujourd'hui maître Benjamin Garçon, partenaire du cabinet d'avocats Goodwin. Bonjour Benjamin. Bonjour Edwina. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que tu dois avoir un agenda assez chargé. Effectivement, en ce moment, on est bien occupé. Benjamin, lorsqu'on entend parler d'avocats d'affaires, on pense tout de suite à la série Suits. Vous avez le même quotidien? Clichés, vérité? Non, quand même, globalement, beaucoup de clichés dans la série Suits. Elle reflète bien l'atmosphère des cabinets, c'est ça qui est assez intéressant. Après, on n'a pas tous Meghan Markle qui passe dans les couloirs tous les matins. Et tout ça est quand même bien romancé. Mais ça traduit quand même vraiment l'atmosphère des cabinets, surtout aux États-Unis. Benjamin, si ça te va, on va échanger ensemble sur les différents rendez-vous juridiques d'une opération. Et on va analyser ensemble quels sont les points d'attention à avoir sur chacune de ces documents. Donc on commence par la lettre d'intention. Donc qu'on soit côté acheteur ou vendeur, dans une opération de LBO, pour prendre ce cas de figure, quels sont les points d'attention à avoir? Alors quand on est côté acheteur, il n'y a pas véritablement de point d'attention d'un point de vue juridique. En fait, il faut être le moins juridique possible, j'ai envie de dire. On est encore dans la phase de séduction. L'idée, c'est vraiment de montrer ses plus beaux atouts et pas forcément de rentrer dans le détail, surtout qu'on n'a pas encore fait d'audit. Donc véritablement, il n'y a pas d'intérêt à rentrer trop dans le détail. Et à l'inverse, quand on est côté vendeur, si on est en mesure d'essayer d'imposer des choses, ça va être d'essayer d'obtenir un maximum de certitude sur la réalisation de la transaction et de cranter un maximum d'éléments, typiquement la valorisation. On sait que c'est là où tout se joue au stade de la LOI. Donc que ce soit dans un cadre d'un LBO ou du venture capital, c'est à peu près pareil? La différence, c'est que dans le venture, il n'y a pas véritablement de stade LOI puis offre ferme. En venture, on va directement sur une LOI à laquelle est annexé un term sheet. Les délais sont beaucoup plus courts. Entre le moment où on reçoit une LOI et on close un deal en venture, il va s'écouler entre 4 et 8 semaines. Là où sur une opération de LBO, il va s'écouler entre 3 et 5 mois. Très bien. Donc le document qui suit, c'est la lettre d'offre ferme suite à des audits, les audits confirmatoires. Un point d'attention sur la lettre d'offre ferme? Quand on est côté vendeur, clairement le point c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit ferme. Et donc apporter une attention vraiment particulière aux conditions suspensives, s'assurer qu'il n'y a pas de conditions de financement qui restent en place, pas de conditions de réinvestissement du management. Bref, s'assurer de la sécurité de réalisation de la transaction. C'est ça l'élément essentiel. Très bien. On va s'attarder un peu plus sur le pacte d'actionnaires, qui est un document hyper important pour régir la vie des associés. Encore une fois, on prend le cas d'un LBO. Si tu as 3 cartouches à négocier pour ton client, quelles seraient-elles? S'il y a 3 cartouches, la première c'est la révocabilité. En tant que fondateur, il va falloir s'assurer qu'il puisse rester aux manettes de son entreprise. C'est un des éléments fondamentaux. Ensuite, il va y avoir la sortie. Il est dur d'imposer qu'un fondateur ait la main sur la sortie, c'est même assez rare en LBO. Mais au moins s'assurer qu'il puisse imposer ses vues, faire participer des candidats qu'il a sélectionnés au processus et éventuellement avoir le droit de choisir entre des offres équivalentes. Et peut-être que le dernier point important, ça va être les droits de veto qu'on va consentir à l'investisseur financier, puisqu'il va falloir s'assurer que le fondateur dispose d'une liberté suffisante dans la gestion et en tout cas qu'on ne porte pas atteinte à son autonomie là-dessus. Ces points s'appliquent aussi donc, dans le cadre du capital venture ou c'est encore... Dans le venture, c'est un peu différent parce que la notion de révocabilité, elle est rarement mise en cause par les investisseurs qui sont très minoritaires et qui n'ont pas vocation à remplacer le dirigeant. Donc ce sujet-là est moins prégnant. La sortie l'est tout autant. Sur la gouvernance, pour un fondateur en venture, il va vraiment falloir s'assurer principalement de 2 choses. La valorisation, qui est tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et la composition de son board. S'assurer qu'il reste, s'il est toujours majoritaire au capital, qu'il reste bien contrôlant de son board, parce qu'au gré des tours, on sait que le board va évoluer et il faut bien assurer qu'il a la main. Exactement. Benjamin, souvent j'imagine que les parties passent beaucoup trop de temps sur des sujets
qui en réalité ont une chance sur 1000 ou 10 000 de se produire. Si tu as quelques exemples à nous donner. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux avocats, c'est de passer trop de temps et de faire des points qu'on appelle des points d'avocat, c'est-à-dire des points qu'on va négocier pendant des heures alors qu'ils ont peu de chances de se produire. Les deux points que je vois principalement là-dessus, ce serait peut-être les clauses sur les IPO, parce qu'on va pas se mentir, il suffit de regarder combien il y a d'IPO aujourd'hui en France et on peut se rendre compte que toutes les sociétés, que ce soit en LBO ou en venture, finissent par en bourse. Et ensuite, il y a toutes les clauses, surtout en venture, et là ça s'arrête vraiment en venture, sur les clauses de garantie de passif, hein, les REPS, ce qu'on appelle les fameuses REPS and Warranties, où avant qu'elles soient mises en œuvre, en tout cas j'en ai encore jamais vu de mon côté, c'est qu'on a d'autres problèmes. Voilà. Et pourtant on y passe beaucoup de temps. Ça me fait penser donc au contrat aussi, au contrat de cession, donc le SPA. Un point d'attention particulier? Alors le contrat de cession, ça concerne véritablement les opérations de LBO. Et là, on a véritablement des enjeux. S'il y a des garanties de passifs, là, celles-ci, elles sont souvent mises en œuvre. Souvent. On va dire que c'est beaucoup plus fréquent et donc il est important de bien les négocier, de bien les relire quand on est côté vendeur. La constitution des annexes est un élément très important auquel il faut accorder une énorme vigilance. Et ensuite, toujours pareil, le même sujet, on y revient, hein, mais les conditions suspensives. Quand on est côté acquéreur, s'assurer qu'on a bien levé tout ce dont on avait besoin de garantir sur la transaction, et quand on est côté vendeur, s'assurer de la fermeté du contrat qu'on a signé. Très clair. Benjamin, s'il y a un piège à éviter lorsqu'on est avocat, qu'est-ce que c'est? La tentation de surnégocier et d'être surimpliqué sur le dossier, c'est-à-dire à la fin presque de ternir la relation. Il ne faut surtout pas oublier en fait que notre client va finir, quoi qu'il arrive, par s'associer avec la partie adverse, qui est la partie adverse le temps de la négociation, mais qui deviendra son partenaire dans le temps. Et il ne faut pas ternir cette relation en allant quelque part détériorer les relations, que ce soit avec les avocats, et donc il faut vraiment penser à préserver cela. C'est peut-être ça le principal risque. Merci beaucoup Benjamin pour ces propos qui sont hyper clairs. Donc maintenant on va passer à l'interview de vérité. En gros je te pose des questions auxquelles tu dois répondre rapidement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La phrase type d'un confrère duquel il faudrait se méfier? C'est une clause standard, elle est market practice. C'est quoi un avocat qui bluffe? C'est un avocat qui annonce qu'il est prêt à se lever de la table alors qu'on sait pertinemment que son client est bien trop impliqué dans la transaction pour quitter le deal. Le nombre de fois dans ta carrière où tu as dû activer une GAP, une garantie de passif? J'aurais dit un peu plus d'une dizaine de fois. Ah, quand même. Quand même. Quand même je m'attendais à un 0. Non, malheureusement, ça arrive. Hein, et c'est dans ce genre de situation qu'on est bien content, quand on est côté hacker, d'avoir bien rédigé ces clauses et que ça fonctionne. Parce qu'on va pas se mentir, on a toujours un vrai stress quand on a un appel d'un client pour nous dire « je vais mettre en jeu une garantie ». C'est est-ce qu'on a bien tout prévu? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'on va bien se faire indemniser? Il y a forcément toujours un moment de stress de notre côté. Et donc le nombre de fois où tu as dû activer une révocation ad nutum, donc révocation sans motif? Une seule fois. D'accord. Une seule fois, c'est assez rare. Hein. Les investisseurs, c'est très rare, oui. Que ce soit dans le LBO ou dans le venture, les investisseurs sont quand même assez respectueux du travail fait et n'ont pas vocation à couper des têtes comme on peut l'entendre malgré les réputations qu'on essaie d'y faire. Donc ça arrive rarement, ça m'est arrivé une seule fois. Donc. Et qu'est-ce qui est market practice, très market practice dans le LBO, mais qui n'est pas du tout dans du venture? Alors je le dirais à l'envers, c'est plutôt qu'est-ce qui est market practice dans le venture et qu'on ne voit pas dans le LBO. Oui. C'est que dans le venture, déjà, on a une vraie protection des investisseurs qui n'existe pas dans le LBO. Elle se fait notamment par ce qu'on appelle la liquid pref. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on assure un retour sur investissement prioritaire aux investisseurs, ce qui n'est absolument pas le cas en LBO où tout le monde est traité de la même manière. Et la deuxième chose, c'est qu'on assure à l'investisseur une protection à la baisse, c'est-à-dire qu'on lui garantit que si la société vient à perdre de la valeur, il sera compensé. Pareil, ça n'existe absolument pas en LBO. Tout à fait. Le meilleur conseil que tu as pu donner à ton client? C'était de ne pas faire un deal parce que les conditions n'étaient pas réunies et ce client en question a attendu 2 ans plus tard pour faire une bien meilleure opération. Super, très bon conseil. Et la meilleure qualité qu'un avocat doit avoir? C'est l'équilibre, c'est trouver le bon dosage entre la défense des intérêts de son client et la défense du deal en lui-même, c'est-à-dire il ne faut pas perdre de vue que le client veut faire un deal à la base, sinon il ne serait pas venu nous voir. Donc il faut trouver cet équilibre et la principale qualité, c'est de réussir à trouver le juste dosage. Merci beaucoup Benjamin pour cette interview, c'était hyper enrichissant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina d'European Digital Group. Comme chaque mois, c'était vraiment très intéressant. Taïg, je t'annonce que tu n'es pas le seul sportif qui t'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Il y a d'autres sportifs qui l'ont fait avant toi. Est-ce que tu es prêt pour un petit quiz? Allez, c'est parti. Et donc c'est parti pour le Sport Business Quiz.
Alors je te propose de commencer tout de suite, Taïg. Je te donne des noms de sportifs et tu me dis quelles entreprises ils ont lancées. Donc on est sympa, il va y avoir un QCM, donc tu as question à choix multiples. Alors, quelle entreprise a monté Cristiano Ronaldo? Réponse A, une entreprise qui commercialise une voiture qui s'appelle CR7. Réponse B, une marque de sous-vêtements qui s'appelle CR7. Réponse C, une secte dont le gourou est CR7 à la gloire de CR7 et qui s'appelle CR7. Ou CR7, une société qui gère les stades de foot amateurs. Je dirais réponse B. Réponse B, une marque de sous-vêtements qui s'appelle CR7. T'en es sûr? Non. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, je pense que c'est ça. Tu connais un peu non, Cristiano Ronaldo? Je vois toujours des... Tu l'as déjà rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je vois souvent des photos de lui en underwear, donc je me suis dit, voilà. Donc attention maintenant, je crois que là c'est un ami à toi, d'après l'info de notre stagiaire de 3e. Donc Tony Parker, il a monté une entreprise. Réponse A, de revente de voitures de sport parce qu'il en a beaucoup trop. Réponse B, Tipeee, une marque de tente amérindienne. Réponse C, Parker, l'application qui te permet de tout apprendre par cœur. Ou enfin, réponse D, est-ce qu'il a créé de toutes pièces une station de ski? Alors là, c'est quand même ton copain. Non, mais là, bien sûr, mais là, écoute, je dirais réponse D quand tu vois la dernière réponse. Voilà, quand tu c'est ça. Réponse D, il a créé une station qui pourrait lui demander de t'inviter quand même. Bah ouais, c'est clair, mais je ne savais pas qu'il avait créé ça. Ensuite, Zlatan Ibrahimovic. Je ne sais pas si tu le connais aussi. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je vois bien qui c'est. Donc, est-ce qu'il a monté A, Zlatan Catch, donc un sport qui est entre le foot et le catch. Donc B, AZ, une marque de vêtements sportswear. C, Tacle à la gorge, un jeu vidéo pour ados hyperactifs. Ou enfin D, une chaîne de burgers nommée Zlatan. Réponse B. Et la réponse B, correct. Et bien là, on va parler d'un champion de breakdance qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vois de qui je parle? Ouais. Il s'appelle comment? Paglino. Exactement, Cyril Paglino. Donc Cyril Paglino, est-ce qu'il a, on l'adore en plus, est-ce qu'il a lancé A, Paglino Glacé, donc une société qui fait des glaces à l'eau. Réponse B, plusieurs boîtes autour de la blockchain, des crypto-monnaies. Réponse C, Break, une société qui fait des pauses. J'ai déjà répondu, c'est réponse B. Alors, on termine pour que les auditeurs puissent se faire leur idée. Donc C, Break, une société qui fait des pauses. Ou enfin, Danse, une société qui fait de la danse. Bon, bah là, j'ai déjà répondu. C'est réponse B, donc je dirais plusieurs boîtes autour de la blockchain. Ouais, il s'est lancé là-dedans, c'est fort. Alors Taïg, tu sais, au Tech Show, on a fait venir des amis, mais on fait aussi venir de la famille. Et aujourd'hui, c'est mon frère, David, qui va nous proposer une chronique sur l'histoire de l'innovation. Donc c'est parti pour la chronique du frérot. Bonjour à tous. Une marque peut-elle être trop vieille pour innover? Pour vous prouver que non, j'ai envie de vous parler de luxe et de digital. Prenons l'exemple de Louis Vuitton, qui, malgré ses plus de 160 ans d'histoire, est LA marque de luxe la plus geek. Si, je vous assure, la plus geek. Alors c'est vrai, lorsqu'on pense à Louis Vuitton, on pense tout d'abord au défilé de mode, au sac à main et au cadeau de la Saint-Valentin qui nous a coûté un bras. Et pourtant, Louis Vuitton est au cœur de la révolution technologique. Explorons ensemble son histoire digitale. En 1854, Monsieur Louis Vuitton est un peu le Elon Musk de sa génération. Un inventeur de génie et un brillant entrepreneur. Depuis, l'esprit d'innovation de la marque a continué son voyage, passant de la malle au mail. Première étape, la communication digitale. En 1998, Louis Vuitton est une des premières marques de luxe à lancer son site internet. Le monogramme LV s'orne d'un www pour communiquer directement avec ses clients. On notera au passage le style du web des années 1990, vintage. À partir de là, la maison Vuitton poursuit sa conquête du web. Sur Facebook, Louis Vuitton est la première marque à diffuser son défilé en live. En 2013, la marque ira jusqu'à ouvrir les très exclusives backstage de ses défilés à ses fans via des vidéos à 360 degrés. Sur YouTube, Louis Vuitton totalise plus de 360 millions de vues et manie l'art du storytelling comme personne. En 2019, la marque a lancé Louis Vuitton TV pour partager les coulisses de la création, comme par exemple ses visites totalement décalées d'ateliers de création. If I make a mistake, it's a don't worry. Yeah? It's not Rihanna's shoes. Outre la communication, Louis Vuitton a su introduire du digital au sein de ses produits. En 2010, la maison lance Mon Monogramme, un service de personnalisation en ligne qui vous permet de customiser vos produits Louis Vuitton en y ajoutant des initiales. Pour la collection Printemps-été 2021, je vous recommande ce très chic sac de voyage, motif damier, et personnalisé pour le Tech Show et qui sera parfait pour se rendre à un hackathon ou pour conclure une belle levée de fonds. En 2017, Louis Vuitton surprend le monde de l'horlogerie en lançant
la Tambour Horizon, une montre connectée qui utilise le système d'exploitation Android Wear de Google. La montre embarque un city guide des meilleurs restaurants et endroits de 7 capitales à travers le monde. La légende dit que cette fonctionnalité était extrêmement utile à tous les voyageurs avant qu'ils soient bloqués par la pandémie de Covid. Et cette montre n'est pas le seul objet connecté imaginé par Louis Vuitton. Cette année, la marque a décidé de commencer à chuchoter dans les oreilles de ses utilisateurs en lançant ses propres écouteurs sans fil de type AirPod et conseils d'amis avec un prix avoisinant les 1000 €, autant éviter de les faire tomber. Enfin, Louis Vuitton affiche son côté geek à travers son lien avec le monde du gaming. En effet, Louis Vuitton a demandé à son designer star Nicolas Guéquier de designer des habits virtuels afin que les gamers puissent rester stylés même dans le monde virtuel et que eux-mêmes puissent se demander dans quel monde vit-on. C'est d'ailleurs Louis Vuitton qui réalise la malle contenant la Coupe du Monde du jeu vidéo League of Legends, à l'image de l'étui de la Coupe du Monde de football déjà réalisé par Louis Vuitton. Enfin, cette année, Louis Vuitton est allé jusqu'à créer son propre jeu vidéo, Endless Runner, imaginé par Virgil Abloh. En conclusion, vous l'aurez compris, Louis Vuitton nous prouve que le luxe, lui aussi, peut bénéficier de la révolution tech. Mais surtout, la marque nous permet enfin d'affirmer que le geek, c'est chic. Merci beaucoup et bon tech show à tous. Merci beaucoup David pour ce super tech show. Il est bon mon frère. Il est bon, franchement. Je ne le connaissais pas, top. Alors, mon cher Taïg, on va accueillir quelqu'un que j'adore. Il est exceptionnel. En fait, souvent on compare, tout à l'heure je te disais, vous pouvez comparer l'entrepreneuriat au sport. Vous, les sportifs, vous avez des coachs, vous avez une équipe autour de vous. Et donc lui, il est coach d'entrepreneur, c'est un coach de star, de personnalité. Donc c'est Olivier qui va venir pour le mot du coach. C'est parti pour le mot du coach. Merci Vincent et enchanté Taïg. Dans cette chronique, pour une fois, on ne va pas parler de performance mais de santé mentale. Ouais. Après des longs mois de restrictions, et même si on commence à voir le bout du tunnel, un fort sentiment de lassitude ressort en France dans toutes les enquêtes d'opinion. Oui, ça, on aurait pu le deviner tout seul. Cependant, cette usure généralisée, systémique, impacte en sourdine la vie de toutes les entreprises. Donc il faut en parler. Il faut en parler pour deux raisons principales. La première, c'est que cette usure n'est pas liée à la situation économique. Le secteur de la tech, dans sa globalité, a tiré son épingle du jeu dans le contexte pandémique. C'est d'ailleurs totalement inédit comme problématique RH. Une entreprise où la situation va globalement bien, dans laquelle le moral des troupes va globalement mal. Un dirigeant pourrait se dire « Nous avons eu la chance de conserver la croissance et la santé, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. » Et là, il passerait à côté du problème. La seconde raison pour laquelle il faut en parler, c'est qu'à mon sens, l'entreprise est la mieux placée, voire la seule, à pouvoir adresser ce problème. L'action publique priorise logiquement la santé physique d'abord, à travers la vaccination et les mesures sanitaires, et économique ensuite à travers des dispositifs de soutien aux plus fragiles. En tant que dirigeant d'entreprise, cela nous donne une responsabilité inédite, celle de dire à tous les collaborateurs, mais aussi à nous-mêmes, qu'avoir le moral dans les chaussettes après des mois de restrictions, ça n'est être ni fragile, ni capricieux, ni impatient, ni rabat-joie. C'est juste être un humain normal. Pour affirmer cela, on se base sur les travaux d'Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui théorise en 1964 le concept des trois soifs. À un niveau psychologique, l'être humain est régi par trois besoins de base qui sont réputés vitaux, au même titre que boire, manger ou dormir. Ce sont la stimulation, la structure et la reconnaissance. La stimulation, c'est le besoin d'être en mouvement, de faire des choses nouvelles, tant sur le plan physique qu'intellectuel. La structure, c'est le besoin de rendre le monde prévisible, de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Et la reconnaissance, eh bien, c'est le besoin d'être en contact direct avec nos congénères, d'échanger des signes de reconnaissance, ou stroke en anglais, à travers des relations intenses. Pas besoin de développer davantage. Ces trois besoins ont été sérieusement carencés pendant de longs mois. Et même si les choses s'améliorent peu à peu, cette longue disette laisse des traces et impacte notre élan quotidien au travail. Alors, que peut-on faire? Concrètement, tout ce qui est possible pour encourager le lien social et améliorer le moral des troupes. N'attendez pas 2022. Maintenez vos séminaires et organisez des team building maintenant, même à distance s'il le faut. C'est 1000 fois mieux que de ne rien faire du tout. Faites du sport et des activités en plein air. Organisez des groupes de parole. En un mot, maintenez la vie au maximum à l'intérieur de ce que la loi permet. Certains diront que ça n'est pas le rôle de l'entreprise, que c'est du temps perdu au détriment du business. Peut-être. Mais déjà, comme le dit le proverbe, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et ensuite, si on veut aller plus loin, c'est peut-être ça le monde d'après. L'entreprise pourrait jouer un rôle fédérateur
en offrant à ses salariés un espace protégé, paisible, dans lequel le lien social peut exister simplement à travers des valeurs retrouvées de bienveillance et d'entraide. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe tous les jours dans nos villages. On se salue dans la rue, on prend des nouvelles, on ne se grille pas la priorité, ça fait du bien. Et de plus en plus de gens quittent Paris justement à cause de cette frénésie. Et si on faisait de nos startups des villages dans lesquels il fait bon vivre? Allez, salut. Bravo Olivier, merci beaucoup pour ton intervention. C'est fantastique comme d'habitude. Je t'invite à rester avec nous pour la suite de l'émission. Encore une fois, merci. Tes rubriques cartonnent, c'est la folie, on est vraiment très fans. Et donc là, c'est une rubrique très importante qui va arriver. Donc on va accueillir Hervé, qui est le fondateur des Big Boss et qui va nous parler des transferts dans le digital. Donc c'est parti pour le mercato du digital. Alors pour ce 4e épisode, je propose Emmanuel Delinger, ex-Kiabi, qui devient directeur animation et marketing digital d'Auchan Retail, Arnaud de Saint-Pastou, directeur e-commerce et trade international de Fnac Darty, Damien Deblinière, senior VP brand digital business tech et data de Célio, Romain Gras, ex-L'Oréal, devient digital et corporate marketing director de LG Electronics France, Charline Pietchacik devient digital marketing South and Eastern Europe de Pierre Fabre, Emmanuel Malkas-Doublé devient Chief Marketing e-commerce et international de PMU. Juliette Delcourt, ex-Bouygues Télécom, FDJ et Marionneau, devient directrice de l'expérience consommateur de Philippe Morris. Franck Philippe est nommé DG commercial et marketing de Chronopost. Anne-Lise Abril est directeur du marketing de l'innovation et des nouvelles mobilités de Keolis. Et enfin, Asmita Dubé devient CDO de L'Oréal. Et puis, j'ai un petit coup de cœur. Un petit inconnu du monde du rap qui ensuite a fait un peu de cinéma, donc en l'occurrence Joe Star. On a eu marre de ce showbiz éreintant et a passé un entretien pour être community manager d'une start-up du web. Alors, une petite caméra cachée était derrière nous. On va voir Joe Star, comment il se défend pour être community manager dans l'univers du digital. C'est parti. Et alors tu me veux quoi? Déjà je compare, on discute, je veux savoir si c'était des nouveaux projets. Ouais. Nous l'idée c'est qu'on recherche un community manager en ce moment. Et j'ai pensé à toi. C'est ça là? Community manager, ouais. C'est hyper... Non mais je sais ce que c'est qu'un community manager, mais qu'est-ce qui te prend? C'est quand même un poste clé chez nous, enfin, c'est important. Moi, je suis sûr que tu serais parfait pour ce job. Nous, on cherche des réseaux sociaux un peu corrosifs, un peu rock'n'roll. Tu le sais très bien. Je suis fan de ta plume. T'écris super bien. T'as des punchlines de ouf. Moi, je te suis depuis 1 an sur Instagram. Franchement, c'est une tuerie. Ça tombe si je me mets son par terre? Non, du tout. T'as déjà pensé au télétravail? Sympathique. Bon, vous avez vu, c'est pas vraiment une caméra cachée, mais Welcome to the Jungle, s'ils avaient réussi à convaincre Joe Star d'être community manager, peut-être qu'ils auraient réussi à convaincre Taïg d'être e-commerce manager. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas? Non, mais je sais pas si j'arriverai à faire ça. Bon, en tout cas, c'était très marrant. Franchement, c'était... Tu sais ce que tu as déjà fait, c'est plus dur que de travailler dans le digital. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Hervé pour cette chronique donc, du mercato du digital qui fait fureur sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui sollicitent Hervé donc, pour faire part de leur changement. Désolé, on ne peut pas citer tout le monde, mais en tout cas, on fait le maximum. Et bravo en tout cas pour cette super chronique. J'ai une mauvaise, même une très mauvaise, même une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Taïg, Hervé, c'est la fin de cette émission. Et donc nous allons terminer par l'interview d'adieu. Donc c'est parti pour l'interview d'adieu. Alors Hervé, Taïg, on a fait un petit changement de décor. Voilà, c'est une petite dédicace. J'espère que ça te plaît, que ça te rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Et puis on se dit vraiment les choses en grand, c'est top. Et on se dit avec Hervé, on se dit que sur un malentendu, ça pourrait te chauffer pour refaire un saut, peut-être l'année prochaine. Ouais. D'ailleurs, on a les rollers. Il manque quand même la rampe, donc là, si je dois me le jeter d'en haut, je vais faire la crêpe en bas plutôt. Voilà, avec Hervé, on avait échangé, on n'avait pas le budget pour la rampe, mais on s'est dit, on peut au moins mettre une photo de la Tour Eiffel. Donc c'est parti pour l'interview d'adieu.
Taïg, que dirais-tu comme dernier mot au gars qui t'a donné ta chance pour la première fois? Bah, je dirais, je les remercie tous les jours et c'est mes parents. Parce qu'ils m'ont donné une chance inimaginable d'être fort finalement mentalement et de pouvoir toujours rebondir et être, être bien dans mes baskets et ça c'est grâce à eux. Taïg, quel est le dernier mot que tu dirais à tes fans? Bah, le dernier mot que je dirais à mes fans, c'est j'espère surtout que tous les challenges que j'ai pu relever et les valeurs que j'ai pu communiquer via ces challenges ont pu les faire rêver et les faire se remettre en question. On pioche tous de l'inspiration sur plein de gens, moi j'en pioche. Si j'ai pu aider quelques personnes à se relever ou à avancer dans la vie, bah écoute, je suis vraiment content. Et ça, c'est une question pour tous les deux. Quel est le dernier mot que vous pourriez dire à ceux qui ont des rêves? Non seulement ne les lâchez pas, battez-vous pour vos rêves et surtout osez vous reconnecter à vos rêves. Parce que on est dans un monde avec notre éducation de nos parents, de la société, etc. Ils nous coupent nos rêves, ils nous castrent nos rêves depuis notre plus jeune âge. C'est-à-dire que dès que vous êtes jeune, on est là à vous dire pense à ton futur, faut penser à l'avenir, arrête de penser à des projets artistiques ou à ça, tu sais pas le faire, t'es tout seul, t'y connais rien, t'as pas d'argent, etc. Donc t'es assommé de problèmes de l'extérieur, de difficultés qui te cassent tes rêves et donc on a tendance à devenir des gens sérieux, quoi. Moi, j'aime les gens qui sont au contraire des rêveurs, et c'est toujours les rêveurs qui ont changé le monde. Et toi, Hervé, quel est le message que tu pourrais passer à ceux qui ont des rêves? De continuer à rêver et d'avoir des rêves d'enfant et de se rappeler l'enfant que nous étions et de toujours être l'enfant que nous étions. C'est vrai que toi, je crois que tu as toujours rêvé d'être chef de village au Club Med. Et du coup, avec les Big Boss, tu as monté une communauté qui est comme tu es devenu le chef de village. C'est ça, j'ai assouvi mon rêve d'enfant. Ton rêve d'enfant. Enfin, dernier message que tu aurais passé aux personnes qui vous ont inspiré. Et d'ailleurs, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Moi, la personne qui m'a inspiré le plus sur ces 10 dernières années, c'est Vincent Klingbeil. D'accord. Non, ouais, après, j'essaye de prendre de l'inspiration partout. Je ne suis pas quelqu'un qui idolâtre spécialement une personne. Je prends justement de l'inspiration sur plein de personnes différentes et je le mets dans ma marmite et je mélange tout ça pour essayer d'avoir la vision. Mais c'est sûr, Tony Hawk, quand j'étais rider, c'était c'est la légende là-dedans. T'es encore en contact avec lui maintenant, évidemment. D'accord. Et enfin, dernière question, quel est le dernier message que devrait passer au présentateur de cette émission? Continue, cartonne tout et cette émission est canon. Ben, on a été ravis avec Hervé de t'accueillir dans le Tech Show. Merci Hervé, merci Taïg de nous avoir accompagnés. C'était un énorme plaisir de t'avoir avec nous. C'est un grand plaisir. On te souhaite de continuer et d'avoir beaucoup de succès sur On-Off et on te souhaite le même succès, même encore plus avec Album, d'élever du succès, que tu continues et que tu continues à rester simple comme tu l'es, humble et en tout cas on te souhaite le meilleur. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission du Tech Show et je tiens à remercier bien évidemment tout le groupe Cerise, Barthélémy et toutes ses équipes, mais également Blue Lemon, John DeMaio, le réalisateur, ainsi que tous les chroniqueurs qui ont participé au Tech Show. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait vraiment très plaisir et surtout, respectez les gestes barrières.